Tu dois partir. Je suis enceinte et je ne peux pas avoir un étranger dans ma maison. C'est ce qu'elle a dit. Dans ma maison. Celle que j'ai achetée avec l'argent de l'assurance vie de MES Parents. J'ai besoin d'évacuer tout ça, parce que j'essaie encore de digérer ce qui s'est passé. J'ai 28 ans et j'habite depuis plusieurs années avec mon oncle David, ma tante Rachel, leur fils Marcus et sa femme Kelly. Techniquement, Marcus est mon cousin, mais nous avons grandi si proches qu'il a toujours été comme un frère pour moi. Mes parents sont morts alors que j'étais encore à l'université, et mon oncle m'a accueilli pendant cette période terrible. Je pensais que nous étions une famille. Je pensais que nous étions tous ensemble dans cette épreuve. La semaine dernière, j'ai enfin reçu l'offre d'emploi pour laquelle je me battais depuis des mois, un poste excellent dans une entreprise technologique, avec un salaire annuel de 92 000 $ et des avantages. J'ai passé des semaines en entretien et en test, alors quand ce courriel est arrivé, j'étais sur un nuage. Mon oncle David a tenu à organiser un grand dîner pour célébrer. Même Marcus, qui travaille habituellement très tard tous les jours, est rentré tôt. Nous avons eu un festin merveilleux. Tout le monde riait, buvait, et j'avais enfin l'impression que tout commençait à se mettre en place après des années de lutte. Puis Kelly, qui était restée très silencieuse pendant le dîner, a posé sa fourchette sur la table et a annoncé qu'elle avait, elle aussi, une nouvelle. En y repensant maintenant, je me rends compte qu'elle m'a lancé des regards étranges tout au long du repas, comme si elle analysait quelque chose. Je suis enceinte. La salle a explosé. Marcus a littéralement sauté de sa chaise. Son visage s'est illuminé de joie. Mon oncle David s'est mis à pleurer de bonheur. Ma tante Rachel parlait déjà d'organiser une baby shower. C'était un moment magnifique. Honnêtement, Marcus et Kelly essayaient depuis un moment, et j'étais sincèrement heureux pour eux. Je pensais déjà à devenir l'oncle cool et aux cadeaux que j'allais acheter pour mon futur neveu ou ma future nièce. La fête a continué un moment, tout le monde parlant en même temps, plein d'enthousiasme. Puis Kelly s'est raclé la gorge, et la pièce est devenue silencieuse. Il y a autre chose que je dois dire, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Son attitude changea complètement. La femme timide et joyeuse d'il y a 2 secondes avait disparu. Son visage était devenu froid, presque hostile. Maintenant que je suis enceinte, Daniel, je pense qu'il est temps pour toi de chercher ton propre logement. L'air a quitté la pièce. Mon oncle David et ma tante Rachel sont restés figés, le sourire suspendu. Marcus avait l'air confus, comme s'il n'avait pas bien entendu. J'ai essayé d'en rire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a plein de place ici. Quand le bébé arrivera, je pourrai aider. L'expression de Kelly n'a pas changé. C'est justement le problème. Quand le bébé sera là, nous aurons besoin d'intimité. Nous aurons besoin d'espace pour notre famille. Elle fit une pause et ajouta avec insistance, notre famille immédiate. Tu as maintenant un emploi. Tu peux te permettre de partir. La façon dont elle a dit, famille immédiate, a résonné comme une gifle, comme si j'étais rétrogradé de cousin à simple locataire. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai gardé la voix calme. Je ne comprends pas. Cette maison est immense. On peut tout réorganiser, aménager la chambre du bébé. Il y a largement assez de place pour tout le monde. Ce n'est pas la question, répliqua Kelly. Tu ne comprends pas. Je vais me remettre de l'accouchement. Je vais allaiter. Je serai exposé. Vulnérable. Je ne peux pas avoir quelqu'un en dehors de la famille immédiate qui vit ici pendant cette période. En dehors de la famille. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je vivais ici depuis 7 ans. J'avais partagé des fêtes, des anniversaires et des conversations nocturnes avec toutes les personnes présentes dans cette pièce. Kelly, dis-je prudemment. Je ne suis pas un étranger. Je fais partie de la famille. On peut faire en sorte que ça fonctionne. Mais Kelly n'avait pas fini. Quand le bébé naîtra, je serai en convalescence et je ne pourrai pas bien bouger ou même m'habiller correctement. Ce n'est tout simplement pas approprié d'avoir un étranger dans la maison. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Un étranger. Après 7 ans à vivre ici, à partager des repas, des fêtes et des discussions profondes, j'étais un étranger. Soudain, son expression s'est adoucie de cette façon calculée que les personnes manipulatrices ont. Daniel, je n'essaie pas de te mettre dehors, mais cela fait déjà tant d'années que tu vis ici. Tu ne crois pas qu'il est temps d'avancer?
Voyant mon visage se décomposer, elle continua. Tes parents sont morts jeunes. Pendant que tu étais à l'université et au master, mes beaux-parents ont payé toutes tes dépenses. Aujourd'hui, les jeunes valorisent l'indépendance. Il est temps pour toi d'apprendre à avoir du respect pour toi-même et de commencer à vivre par tes propres moyens. L'audace. Elle était en train de me faire la leçon sur le respect de soi alors qu'elle essayait de m'expulser de ma propre maison. Mon oncle David, silencieux depuis un long moment, finit par frapper la table de sa main. Ça suffit, Kelly. Tu dépasses complètement les bornes. Marcus, emmène ta femme dans la chambre. Marcus s'empressa de la défendre. Papa, Kelly est enceinte. Pourquoi tu cries sur elle? En plus, elle n'a pas tort. Daniel vit ici depuis longtemps. Il est peut-être temps qu'il ait sa propre maison. Quelque chose s'est brisé en moi en entendant mon cousin, le gars avec qui j'ai grandi, prendre son parti aussi facilement. Mais ce qui a suivi a été encore pire. Marcus m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de pitié et d'impatience. Il a dit : « Écoute, mec. Je ne voulais pas dire ça devant tout le monde, mais Kelly et moi en parlons depuis des mois. Nous devons commencer notre propre vie. Et honnêtement, à ton âge, vivre encore chez ton oncle, ça ne donne pas une bonne image. Les gens posent tout le temps des questions à ce sujet. C'est embarrassant. Voilà. La vraie raison, il ne s'agissait pas de l'intimité de Kelly ni des besoins du bébé. Ils avaient honte de moi. Mon oncle David a perdu son sang-froid. Il a frappé son verre sur la table et a crié à Marcus. Alors toi aussi, tu peux partir d'ici. La tension dans la pièce était insupportable, et tous les regards étaient braqués sur moi. J'étais resté silencieux bien trop longtemps. Et ce silence n'avait fait qu'apprendre aux gens qu'ils pouvaient me marcher dessus. D'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru, j'ai commencé à parler. Kelly, Marcus, désolé, mais vous vous trompez sur certaines choses. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Mon oncle David, encore rouge de colère, me fixait attentivement. Ma tante Rachel était assise, les mains entrelacées, visiblement mal à l'aise. Tous les regards étaient rivés sur moi. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Le lendemain des funérailles de mes parents, l'oncle David m'a donné une enveloppe. À l'intérieur, il y avait tous les chèques que j'avais rédigés pour vous remercier de votre aide, 14 mois de paiement, pour un total de 76 500 $. Aucun d'eux n'a jamais été encaissé. Ma tante Rachel s'est mise à pleurer dès qu'elle a entendu ça. La voix de mon oncle David était basse, mais ferme. Nous ne pouvions pas accepter d'argent pour avoir pris soin de la famille. Mais tu avais besoin de sentir que tu contribuais d'une certaine façon, alors nous t'avons laissé écrire les chèques. Nous avons tout mis sur un compte pour quand tu en aurais besoin. J'ai utilisé cet argent comme acompte pour acheter cette maison. L'assurance vie, 400 000 $, a suffi à la payer comptant, pour 275 000. Le reste a été investi et placé dans un fonds d'urgence. Toutes les factures d'électricité, les impôts, les réparations et les dépenses des 7 dernières années, tout cela a été payé avec l'argent que mes parents m'ont laissé. Le choc dans la pièce fut immédiat. Marcus semblait avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, tandis que l'arrogance présomptueuse du visage de Kelly s'était transformée en quelque chose entre la colère et l'humiliation. Elle est devenue pâle, ses lèvres tremblaient, mais elle a rapidement repris une expression encore plus froide, ses yeux brûlaient d'une haine pure. Quoi, balbutia Marcus, complètement perdu. Mais, papa, ce n'est pas possible, hein? Mon oncle David le regarda, les yeux remplis de frustration et de honte. Il hésita un instant avant d'acquiescer lentement. Oui, mon fils. Daniel est le propriétaire de cette maison. Il l'a achetée avec son héritage. Et il nous a tous soutenus tout ce temps. Je pensais que tu le savais. Le visage de Marcus est devenu livide. Tu ne me l'as jamais dit, dit-il d'une voix basse. Je n'ai jamais pensé que ça avait de l'importance, répondis-je. Nous sommes une famille. Je n'ai jamais pensé qu'il était pertinent de savoir qui payait les factures. Kelly me fixait avec un mélange de ressentiment et de mépris. Marcus semblait complètement perdu, ne sachant pas où regarder ni quoi dire. La soirée, qui avait commencé comme une célébration, se terminait maintenant dans une tension insupportable. Kelly, visiblement en train d'essayer de sauver ce qui restait de sa dignité, se leva de table sans dire un mot, se retourna et monta les escaliers, le visage déformé par la colère.
Marcus l'a suivi peu après, toujours sous le choc, mais pas avant de m'avoir lancé un regard que je n'ai pas su déchiffrer. De la douleur? De la trahison? Je n'en étais pas sûr. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la fin. Mise à jour 1. 2 jours se sont écoulés depuis mon poste original, et les choses ont dégénéré d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Je tremble en écrivant ces lignes. Le matin qui a suivi cette dispute au dîner, je me suis levé tôt. J'avais à peine dormi, j'avais passé toute la nuit à rejouer la conversation dans ma tête. Je me sentais affreusement mal. Le regard sur le visage de Marcus ne quittait pas mes pensées. La colère de Kelly, je pouvais la supporter, mais voir mon cousin aussi perdu et blessé me détruisait de l'intérieur. J'ai décidé que la meilleure chose à faire serait de donner de l'espace à tout le monde et de laisser les émotions retomber. Je me suis habillé, j'ai pris un café et je suis parti travailler sans parler à personne. La maison était de toute façon silencieuse. J'imaginais que nous en discuterions plus tard, une fois tout le monde calmé. Le travail a été brutal. Je n'arrivais à me concentrer sur rien. J'ai passé la journée entière à fixer mon téléphone, comme si j'attendais un message de Marcus ou de mon oncle. Mais rien n'est arrivé. Dans l'après-midi, j'ai commencé à ressentir une étrange sensation, comme si quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi exactement. Je suis rentré chez moi vers 18 heures. La première chose que j'ai remarquée, c'était le silence absolu. Aucun bruit de télévision, aucun son de casserole, rien. La maison semblait vide d'une manière qui m'a glacé le sang. J'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle ne bougeait pas. J'ai pensé qu'elle était coincée, alors j'ai donné un coup d'épaule. Rien. Ma clé n'entrait même plus correctement dans la serrure. C'est là que mon cœur s'est emballé. Je suis allé à la porte de derrière. Également verrouillée. Et ma clé ne fonctionnait pas non plus. Quelqu'un avait changé les serrures. Je suis resté immobile dans mon propre jardin, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis j'ai entendu une fenêtre s'ouvrir à l'étage. Kelly est apparue, penchée vers l'extérieur, avec une expression triomphante et cruelle sur le visage. « Tu ne vas pas me prendre cette maison » a-t-elle crié. « Tu ne peux pas simplement expulser une femme enceinte. C'est ma maison maintenant. » Puis elle a claqué la fenêtre violemment. Je suis resté là quelques secondes, complètement abasourdi. L'audace de ce geste était presque impressionnante. Elle avait changé les serrures de ma maison, m'avait enfermé dehors, et maintenant elle agissait comme si elle était la victime. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assis sur le siège, mon téléphone à la main, fixant ma propre maison. C'était Marcus, mon cousin, celui qui avait toujours été comme un frère. Nous avions grandi ensemble, partagé des fêtes, des blagues, des étés au bord du lac, tout. Nous avions toujours été plus des frères que des cousins. Et Kelly portait son enfant, mon futur neveu ou ma future nièce. Est-ce que je pouvais vraiment appeler la police contre eux? Je suis resté assis là pendant une vingtaine de minutes, débattant avec moi-même. Une partie de moi voulait attendre que tout se calme et essayer de trouver un compromis. Mais l'autre partie, celle qui en avait assez d'être piétinée, répétait sans cesse. Quel compromis? Kelly a été très claire, elle veut que tu partes. Elle a commis un véritable délit pour que cela arrive. Elle avait changé les serrures d'un bien qui ne lui appartenait pas, enfermé le propriétaire légal dehors, et maintenant elle occupait ma maison illégalement. Ils avaient déjà fait leur choix, ils avaient décidé de me considérer comme un étranger jetable. Maintenant, je devais décider si j'allais me protéger ou continuer à tolérer ce comportement. J'ai regardé la maison, là où Kelly célébrait probablement sa victoire, en train de planifier la suite. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Être gentil ne signifie pas laisser les autres te marcher dessus. Être une famille ne signifie pas renoncer à tes droits. Parfois, aimer signifie fixer des limites même si ça fait mal. J'ai appelé la police. L'opératrice était professionnelle et calme. « Avez-vous une preuve de propriété ?» a-t-elle demandé. « Oui » ai-je répondu. « La maison est à mon nom. J'ai l'acte et tous les documents. Les agents seront là dans environ 30 minutes, a-t-elle dit. J'ai passé ces 30 minutes assis dans la voiture, observant ma propre maison comme si j'étais un intrus. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Des ombres passaient devant les fenêtres. Kelly était là-dedans, pensant probablement qu'elle avait gagné, imaginant déjà quelle pièce serait celle du bébé et rêvant de sa « famille parfaite » dans cette maison, sans le cousin gênant dans les parages.
Quand la voiture de police est arrivée, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de peur. 2 agents sont sortis, 2 hommes plus âgés, avec le visage de ceux qui ont tout vu dans leur vie. « Bonsoir, monsieur », dit l'un d'eux. « C'est vous qui avez appelé pour un cas d'intrusion ou de changement de serrure ?» J'ai tout expliqué aussi clairement que possible, le dîner d'il y a 2 jours, l'exigence de Kelly pour que je parte, la révélation que la maison m'appartenait, mon retour chez moi, les serrures changées, et elle criant depuis la fenêtre qu'elle ne partirait pas. J'ai montré l'acte de propriété sur mon téléphone, puis la copie papier que je gardais dans la voiture. Mon avocat m'avait conseillé de l'avoir sur moi après la dispute au dîner. À l'époque, je pensais que c'était de la paranoïa. Maintenant, je le remerciais. Les policiers se sont regardés, ont jeté un coup d'œil à la maison, puis de nouveau vers moi. L'un d'eux a secoué la tête, comme s'il n'arrivait pas à croire ce dont les gens sont capables. « Nous allons lui parler », a dit l'un d'eux. Ils ont marché jusqu'à la porte d'entrée et ont frappé fermement, des coups officiels qui ont résonné dans la rue silencieuse. Je suis resté à côté de la voiture, le cœur battant à tout rompre. Kelly a ouvert la porte, et j'ai vu son expression changer au moment même où elle a aperçu les uniformes. Surprise. Puis la colère. Et ensuite, ce changement calculé vers le rôle de victime. Une de ses mains alla automatiquement vers son ventre, ce geste universel de la maternité menacée. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, d'une voix soudain petite et vulnérable. « Madame, » dit l'un des policiers, « nous devons vous parler de cette propriété. » Kelly se lança immédiatement dans sa version de l'histoire. « Je suis enceinte. Mon mari et moi vivons ici avec sa famille, et maintenant il essaie de nous expulser sans que nous ayons nulle part où aller. J'ai changé les serrures pour ma propre sécurité parce qu'il s'est montré menaçant après que je lui ai annoncé la grossesse. » Le policier leva la main pour l'interrompre. « Madame, nous avons vu les documents de propriété. Cette maison lui appartient. » Il fit un geste dans ma direction. « Vous avez changé les serrures sans l'autorisation du propriétaire. C'est illégal. » Le visage de Kelly passa par plusieurs expressions en l'espace de quelques secondes. Le masque soigneusement construit de la victime commença à se fissurer. « C'est ridicule », cria-t-elle, la voix montant d'un ton. « Je suis enceinte. J'ai un bébé en route. Vous ne pouvez pas simplement expulser une femme enceinte. La famille de mon mari vit ici depuis des années. Nous vivons tous ensemble. » Le policier secoua la tête, et sa voix prit ce ton patient mais ferme que les policiers développent après des années à gérer des gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. « Votre mari n'est pas propriétaire de ce bien. Ce monsieur l'est. Et vous avez changé les serrures illégalement, ce qui constitue une exclusion illégale du propriétaire légitime. Vous avez 2 options, ouvrir la porte et partir volontairement, ou être arrêté pour intrusion. » Je vis le visage de Kelly pâlir puis devenir rouge comme le feu. Sa mise en scène calculée de victime s'effondrait, et en dessous se trouvait une colère pure. Elle me lança un regard si rempli de haine que je fis un pas en arrière instinctivement. « Tu vas le regretter » siffla-t-elle. « Je n'oublierai jamais. » La voix du policier se fit encore plus ferme. « Madame, j'ai besoin d'une réponse. Allez-vous partir volontairement ou non ?» Kelly resta là, tremblante de rage, pendant ce qui sembla une éternité. Les poings serrés le long de son corps. Elle respirait difficilement. Je pouvais voir qu'elle essayait de trouver une dernière carte à jouer, une dernière option. Mais elle était allée trop loin et maintenant, son château de cartes s'effondrait. Puis elle se retourna brusquement et monta les escaliers à grands pas. De là où j'étais, j'entendais le bruit d'objets jetés, de tiroirs claqués. Les policiers et moi avons attendu dans un silence gênant. Environ 10 minutes plus tard, elle redescendit avec une valise. Marcus était juste derrière, l'air abattu. Il était clair qu'il avait couru depuis son travail, la cravate desserrée, la chemise froissée, les yeux rouges. « Daniel. » commença-t-il. Mais je levai la main. « Pas maintenant. » Kelly passa devant nous tous sans même me regarder, traînant la valise jusqu'à la voiture d'un geste dur et furieux. Marcus resta là un moment, ouvrant la bouche comme s'il voulait dire quelque chose. Nous 2, cousins qui avions grandi comme des frères, sommes restés silencieux. Je le vis essayer de trouver les mots qui ne venaient pas. Puis il se retourna et suivit sa femme. Après leur départ, les policiers s'assurèrent que je pouvais rentrer chez moi. Ils durent appeler un serrurier pour changer de nouveau les serrures, il est arrivé dans l'heure. L'un des agents resta jusqu'à ce que tout soit réglé.
Avant de partir, il dit quelque chose qui résonne encore dans mon esprit. Je fais ce métier depuis 23 ans. Les conflits familiaux sont toujours les pires. Mais je vais vous dire ce que je dis à tous, parfois, les personnes qui devraient vous aimer le plus sont justement celles qui vous blessent le plus. Vous avez bien fait de protéger ce qui est à vous. Mon oncle David et ma tante Rachel étaient apparemment chez des amis pendant tout ça. Quand ils sont rentrés vers 22 heures et que je leur ai expliqué ce qui s'était passé, mon oncle David avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ma tante Rachel s'est mise à pleurer. Je suis désolé, dit mon oncle David. Je n'aurais jamais pensé que ça irait si loin. Nous aurions dû dire quelque chose plus tôt. Nous aurions dû te soutenir plus fermement lors de ce dîner. Nous aurions dû dire à Marcus pour la maison, pour les chèques, pour tout. Mais la vérité, c'est qu'il m'avait soutenu. Mon oncle David avait crié sur Kelly, lui avait dit qu'elle dépassait les bornes, et s'était proposé de les mettre dehors. Le problème, ce n'était pas eux. Le problème, c'était le sentiment d'avoir droit à tout de Kelly et le soutien aveugle de Marcus à cela. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, dans ma propre maison avec de nouvelles serrures, je n'arrivais pas à arrêter de tout repasser dans ma tête. Le regard sur le visage de Kelly quand la police lui a expliqué qu'elle commettait une intrusion. L'expression dévastée de Marcus. Le son de sa voix hurlant que je le regretterais. Mais voici la conclusion à laquelle je suis arrivé, je ne regrette rien. Je ressens de la tristesse. Je ressens de la culpabilité pour Marcus. Mais je ne regrette pas de m'être affirmé. Pendant des années, j'ai soutenu tout le monde en silence sans demander de reconnaissance, sans exiger quoi que ce soit en retour. J'ai permis que leurs suppositions deviennent des attentes, puis des exigences. Et au moment où j'ai affirmé mes droits légitimes, j'ai été traité comme le méchant. Tu sais quelle est la pire partie? J'aurais aidé. Si Kelly était venue me voir et avait dit « Daniel, je suis enceinte et j'ai peur d'avoir un bébé dans une maison pleine de monde. Pouvons-nous discuter des options ?» J'aurais aidé à trouver un appartement. J'aurais proposé de contribuer à la caution. J'aurais peut-être même aidé à payer le loyer pendant les premiers mois. Mais elle n'a pas demandé. Elle a exigé. Elle a essayé de me forcer à partir par la manipulation. Et quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé par des moyens illégaux. Et Marcus l'a soutenu dans tout cela. Mise à jour 2. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour, et j'ai repoussé ce moment autant que possible, espérant que les choses s'arrangeraient. Elles ne se sont pas arrangées. Marcus m'a appelé il y a 3 jours. Quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que mon cousin se souviendrait enfin de ce que nous représentions l'un pour l'autre. Mais sa voix était froide. Nous devons parler de ce que tu as fait. Il m'a accusé d'avoir menacé Kelly, de l'avoir humiliée, d'avoir appelé la police contre une femme enceinte. J'ai dit la vérité, elle avait changé les serrures de ma maison. Il a ignoré cela, disant que ce n'était que de la paperasse, et il a ajouté. Papa a toujours appelé cette maison la maison de la famille. Quand je lui ai rappelé que j'avais acheté la maison avec l'argent de l'assurance vie de mes parents, il a rétorqué que j'expulsais sa femme pour une question d'argent. Et puis il a frappé là où ça faisait le plus mal. Tes parents auraient honte de toi. J'ai essayé de rester calme, mais la conversation n'a fait qu'empirer. Il a dit que je devrais simplement louer un appartement, puisque je suis célibataire, et qu'ils avaient besoin de l'espace. Quand j'ai répondu, il a crié que la vraie famille fait des sacrifices sans les compter. Il a ajouté que le simple fait que je mentionne combien j'avais payé prouvait que je ne les avais jamais considérés comme une véritable famille. Je lui ai répondu que le seul compte que j'avais fait, c'était chaque fois que ma générosité avait été confondue avec de la faiblesse, chaque fois que j'avais disparu pour préserver la paix. Il a raccroché. Mon oncle David essaie toujours de convaincre tout le monde de trouver un compromis, mais je n'en vois aucun. Kelly veut que je parte, et Marcus me voit comme le méchant. Plus tard, ma tante Rachel m'a confié que Kelly se plaignait de ma présence bien avant la grossesse. Le bébé n'a été qu'une excuse. Ce soir-là, ma tante a préparé la recette de lasagne de ma mère, et nous avons dîné tous les 3 ensemble. La chaise de Marcus était vide. Ma tante Rachel a dit que ma mère serait fière de moi pour m'être imposée, que fixer des limites n'est pas une trahison. Mon oncle David a acquiescé, les larmes aux yeux. Et pour la première fois, je l'ai cru. J'ai enfin vu ce qu'il voyait depuis longtemps. Tout donner ne fait pas de toi une personne généreuse. Parfois,
Cela fait simplement de toi un paillasson. Le travail commence la semaine prochaine. Au moins là-bas, tout est logique, attente claire, limite professionnelle, conséquences cohérentes. À la maison, mon oncle David et ma tante Rachel marchent sur des œufs. Ils me soutiennent, mais je vois à quel point ils sont bouleversés. Marcus et leur fils. Kelly porte leur petit enfant. Il y a 2 semaines, nous faisions tous la fête ensemble. Maintenant, les chaises sont vides. Certains disent que je devrais me sentir coupable, parce que la famille vaut plus que la propriété. D'autres disent que Kelly a révélé qui elle était vraiment. Je ressens les deux. Je suis triste d'en être arrivé là. Je suis en colère d'avoir été placé dans cette situation. Mais je sais que j'ai fait ce qui était juste. On ne peut pas laisser les gens te marcher dessus simplement parce que vous partagez le même ADN. Les limites comptent. Le respect de soi compte. Je voudrais juste que cela ne fasse pas aussi mal d'en imposer. Mise à jour finale. 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées, et je pense que je suis enfin prêt à clore ce chapitre et à raconter comment tout s'est terminé. Kelly a accouché il y a 3 semaines, une petite fille nommée Sophie. Mon oncle David et ma tante Rachel sont allés la voir à l'hôpital et sont revenus avec des photos. J'ai vu dans leurs yeux un mélange de joie et de tristesse. Marcus est leur fils, mais elle est aussi leur petite fille. J'ai regardé les photos, si petites et parfaites, avec le nez de Marcus et les cheveux foncés de Kelly, et j'ai ressenti un immense mélange de fierté, de tristesse et de perte. J'aurais dû être l'oncle présent dans sa vie, mais à la place, je suis devenu le paria de la famille. Marcus ne m'a envoyé que 3 mots après la naissance. Elle s'appelle Sophie. Pas de photo. Pas d'invitation. J'ai répondu, félicitations. Mais il n'a jamais répondu. Mon oncle David a tenté de réconcilier les choses, mais Marcus et Kelly refusent, à moins que je ne m'excuse et que je renonce à la maison. Mon avocat m'a conseillé de m'éloigner, et c'est ce que j'ai fait. La partie la plus difficile n'est pas le conflit lui-même. C'est le deuil. J'ai perdu le cousin que je pensais avoir. J'ai perdu l'unité familiale à laquelle je croyais. Mais j'ai appris qu'une vraie famille respecte les limites. Mon oncle David et ma tante Rachel m'ont montré que le sang ne définit pas la loyauté. Pendant ce temps, la vie continue. Le travail se passe bien. Je pourrais bientôt être promu. Je me fais de nouveaux amis, je fais de l'escalade, je participe à des soirées de D&D, j'apprends à cuisiner. La thérapie m'aide aussi. Le docteur Patterson m'a rappelé qu'il est normal de faire le deuil de Marcus, même en sachant que j'ai pris la bonne décision. Aujourd'hui, mon oncle David et ma tante Rachel vivent avec moi. Ils tiennent à payer leur part, et j'apprécie cette clarté. Nous partageons des dîners tranquilles, nous nous remémorons de vieilles histoires familiales, et récemment, j'ai trouvé une lettre de ma mère, écrite avant l'accident, dans laquelle elle me disait de ne pas confondre générosité et effacement de soi. La lire, c'était comme si elle avait traversé le temps pour me rassurer. Marcus et Kelly traversent des difficultés financières, mais ce n'est plus mon fardeau. Peut-être qu'un jour, Marcus verra la vérité. Peut-être pas. Dans tous les cas, j'ai choisi moi-même. Ma dignité. Mes limites. Ma paix. Une vraie famille ne te demande pas de t'immoler pour les garder au chaud. Je tourne la page et je poursuis ma vie. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, quelle histoire touchante. Rien de tel que d'essayer de voler la maison de quelqu'un, de se faire expulser par la police et de continuer à se prendre pour la victime à la fin, n'est-ce pas? Kelly voulait de l'intimité et Marcus voulait commencer leur vie. Eh bien, maintenant ils ont beaucoup de l'espace pour réfléchir à la façon dont on détruit une famille par pur égoïsme. Dommage que l'ADN ne soit pas livré avec un manuel de bon sens.